Ok, du coup il n'y a pas Antoine cette semaine, du coup il faut qu'on se répartisse ces jeux. Oui. Du coup tu fais la guilde des expéditions marchandes, ok. Moi du coup je vais faire roi, ok. Ok. Est-ce que je vais faire... Vous faites quoi? Ben t'es là finalement. Qu'est-ce que toi tu fais? Eh ben je viens pour tourner la vidéo. T'es en vacances Antoine? Ouais, Partir là maintenant. Non mais la vidéo. Allez. Non, t'es en vacances Antoine. On fait un petit jeu et tout après. Antoine, c'est les vacances. Non, c'est tes vacances. Allez, tu rentres chez toi. Chez moi, y a pas. Il faut profiter des vacances. Allez, c'est les vacances. Mais c'est quoi ça? C'est un nouveau jeu, je l'ai pas vu ça. Tu vas profiter, tu vas rentrer chez toi. À la semaine prochaine. Allez. Allez, on ferme ça. Voilà. Bon débarras. Ouais. Enfin. YouTube et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Déjà on fait un petit rappel, il y a toujours la grille Google pour faire vos pronostics de Cannes. Alors vous avez encore une semaine et la semaine prochaine Antoine qui est en vacances va s'éclater à faire un Excel parce que c'est son activité favorite quand il est en vacances, qui vous présentera proprement un peu les pronostics de tout le monde. Et oui, Cannes ça approche, donc on verra. On va peut-être pas faire gagner des choses aux gens qui ont des pronostics vrais, à part que votre ego sera sûrement boosté, que vous serez très satisfait, c'est déjà une belle victoire. Maintenant, on va commencer les nouveautés de la semaine. Donc voici le magnifique hiérarchie de la gamme des microgames de chez Matago. C'est un duel, comme le montre cette magnifique couverture noire, c'est à partir de 8 ans et c'est 15 minutes de jeu. On vous avait fait un magnifique focus dessus il y a quelques semaines maintenant et eh bien je vais vous le réexpliquer de manière un peu plus concise. Si vous voulez plein d'infos et un peu notre avis, allez voir le focus. C'est un jeu minimaliste comme beaucoup de jeux de cette gamme, hein, c'est un peu le principe, où vous allez avoir très peu de cartes, c'est-à-dire 14 en gros. Bon, un peu plus avec les petites cartettes de jeu et tout ça, mais les cartes à jouer, il y en a 14. Elles ont toutes une face violette et une face jaune. C'est que des personnages qui ont chacun leur pouvoir propre et qui sont un exemplaire unique avec aussi leur propre valeur. Ça va faire un peu penser à Oriflamme, dans le sens où c'est de la pose de cartes qui va surtout se baser sur les pouvoirs de chaque carte et leur synergie entre elles. Très minimaliste. Le but c'est de bloquer l'autre. Dès qu'un des deux joueurs ne peut pas jouer, eh bien le joueur qui l'a bloqué l'emporte. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez vous distribuer les 17 cartes, donc 14 cartes, merci, 7 chacun. Au hasard et chacun du coup va le prendre et va le mettre du côté de sa couleur. Bon, on va dire que je joue violet parce que je trouve ça plus joli comme couleur. Et on va poser des cartes chacun notre tour au-dessus de cette carte qui vous dit voilà on fait la ligne. Donc au début c'est totalement vide. Imaginons que je pose ma baronne. Vous voyez il y a marqué ne peut être joué que si la ligne présente au maximum 7 cartes. C'est bon, elle en présente que une, donc j'ai le droit. Prochain joueur il va jouer de sa main, il va dire ok je vais jouer hop le dragon, parce que il y a marqué peut être joué sur la baronne. C'est là où vient le twist, parce que normalement vous devez jouer des cartes forcément supérieures en chiffres, pas forcément pile au-dessus mais supérieures. Sauf que là le dragon est une exception, il a le droit d'être joué sur un chiffre supérieur à lui-même alors qu'il est le 9, vous voyez, mais que si c'est la baronne. Si j'avais fait un truc genre ça, voilà, c'est 11, et ben je peux pas jouer le dragon qui est 9, il est plus petit. J'ai pu le faire juste parce qu'il y avait la baronne. Donc du coup ça va commencer comme ça, les synergies. Ensuite le prochain joueur va jouer et il va mettre par exemple ne peut être joué que si la baronne est présente dans la ligne. Des choses comme ça. En gros, vous allez essayer de bloquer l'autre pour qu'une de ces conditions de pose de carte ne puisse pas se réaliser. Soit il a un chiffre trop petit par rapport à ce qui a déjà été placé, soit parce que la carte demande d'être placée pile au-dessus d'une certaine carte qui trop tard a déjà été posée et a pris la place, etc. etc. Très simple, vous avez un récap chacun, c'est cette aide de jeu, de tous les personnages présents dans le jeu, avec leurs chiffres et leurs pouvoirs. Comme ça, vous savez exactement ce que l'autre a en main. Il y a un énorme contrôle. Vous savez ce que vous avez et l'autre ce qu'il a. Et donc, comment vous pouvez contrer ses pouvoirs et essayer de le bloquer. Voilà, fin d'explication.
J'ai été plutôt efficace, je pense. Mais Hiérarchie fait personnellement partie de mes favoris de toute cette gamme. Je suis donc fort contente qu'il soit sorti. En plus, les illustrations sont magnifiques. Et c'est l'auteur, c'est Hugo Kawamata. Voilà. On enchaîne avec les soldes. Hop, 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 petit aperçu. Il y a pour l'instant, ça va de moins 30% à moins 50%. C'est la première semaine. On commence tranquillement, mais en même temps, moins 50%, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y en a ici, il y en a sur la Talencar centrale au milieu. Il y a des puzzles aussi au rayon puzzle qui sont soldés. Bref, venez jeter un œil. Il y a des trucs quand même vachement cool. Ok, maintenant on revient aux nouveautés. Revelio, on dirait une formule magique de Harry Potter. Oui, c'est vrai. Revelio, dont on ne voit pas le titre, c'est très mystérieux, mais il est sur la tranche, heureusement. Ils y ont pensé. C'est à partir de 14 ans. Je saurais pas trop dire pourquoi. Oh, la narration un petit peu, quand même. Les questions, les la questions. thématique, je sais pas. Ouais, ça me fait penser à un Dixit pour moi, un peu plus poussé, mais bon. Bon, en tout cas, c'est à partir de 14 ans, de 3 à 6 joueurs et pour 20 minutes de partie. Ça va être un peu de l'imaginaire, déduction, création de perso. Vous pouvez y ajouter une petite part de roleplay si vous voulez. Vous avez 3 thèmes à choisir et il faut en choisir un au début de la partie. Soit vous avez un thème Heroic Fantasy, soit vous avez un thème contemporain, vous le devinez à cette petite icône, voilà, c'est contemporain donc il y a un téléphone, ou l'époque victorienne. En fonction de l'époque que vous choisissez pour votre partie, vous allez prendre le set de cartes associé. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris le set de la partie Heroic Fantasy, parce que je trouve que c'est un thème qui parle à beaucoup de ludistes, et oui, ludistes. Donc du coup, chacun va piocher 2 cartes de rôle et 2 cartes de secret. Il en choisit qu'une seule de chaque. Donc moi, pour l'exemple, j'ai choisi un barde et j'ai transformé mon frère en mouton. Voilà. Vous allez noter sur votre feuille, déjà vous essayez de donner un nom à votre personnage. Voilà. Joseph Framboise, le barde qui a transformé mon frère en mouton. On va marquer ici, là où il y a la croix, le personnage qu'on n'a pas choisi. Donc, vous voyez, ils ont des petits chiffres, c'est pour ça que c'est marqué à côté, pour une simplicité de recherche après. Pour que les autres joueurs sachent que cette carte-là ne sera pas jouée pendant cette partie-là, parce que vous la défaussez. Pareil pour le secret. Voilà, j'en ai défaussé un, j'ai choisi celui-là. Bon, par contre, les autres ne doivent pas savoir ce que vous avez choisi. C'est ça le but du jeu, c'est de trouver le personnage et le secret des autres joueurs et que les autres aussi trouvent le vôtre. C'est pour ça qu'on a ce récap, vous voyez, tout le monde va y avoir accès. On sait que dans ce setting, en métier, il y a tout ça de possible et en secret, il y a tout ça de possible. Voilà. Du coup, on va avoir une manche très simple de 5 questions qui vont être ici. Donc là, j'ai marqué les participants à ce jeu. Vous avez vu, c'est toute l'équipe. C'est magnifique. Et on va tirer la première carte question. Quelle première impression faites-vous en général? Et là, chacun notre tour, on va répondre à cette question en parlant de préférence à la première personne, en incarnant notre personnage et en donnant des indices. Le but, c'est de donner des indices pour faire deviner notre identité et notre secret. Mais pas trop, c'est pour ça que je le comparais à Dixit. C'est qu'à la fin des 5 manches, si tout le monde a trouvé votre rôle et votre secret, vous gagnez 0 point. Oui. Voilà, comme Dixit, il faut être subtil, il faut donner des indices qu'on vous trouve quand même, mais pas trop. Donc du coup, quelle première impression faites-vous en général? Moi, je vais dire, je suis avenant, oui, voilà, je suis avenant. Alors les autres ont le droit de noter sur une feuille la réponse des autres pour essayer de s'en souvenir. Et ensuite, on va continuer avec d'autres questions. Après, vous pouvez les noter ici aussi. Vous voyez, là, la première question que j'avais tirée pour l'exemple, c'était quoi? Un truc repérable physiquement sur vous. Bah, pour un barde, j'ai des cales aux doigts, c'est stylé, quoi, parce qu'il joue de la guitare, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des manches, on va pouvoir essayer de noter un peu nos hypothèses. Par exemple, Alex, il a répondu à un truc, une réponse qui me fait penser que son identité, c'est le 1. Donc là, c'est le bourreau. Bon, ça peut peut-être changer pendant la partie, donc je le renoterai. Finalement, c'est 3. Et là, j'ai pensé à 5. Ok, donc en fin de partie, apparemment, j'ai plutôt voté pour qu'il soit le 3 et qu'il ait son secret 5. Et donc, à la fin, on va révéler. On va dire, ok, moi, du coup, Alex, je pense que tu es le garde qui affirme que la magie n'existe pas. Et on va gagner des points, en gros, si j'ai trouvé le bon rôle, j'ai des points, si j'ai trouvé le secret, j'ai des points, si j'ai trouvé les deux, j'ai encore plus de points. Et voilà, fin de la partie.
Donc c'est un jeu, voilà, comme je vous ai dit, plutôt de déduction, un peu de roleplay et plutôt drôle, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, moi j'avais beaucoup aimé à Cannes, c'était très drôle. Je crois que c'est bon, après je passe la main déjà. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Vous aimez les parcs d'attractions, ça tombe bien parce que j'en ai plein à vous proposer, plein, c'est-à-dire 2. Mais c'est amusant. 2 déjà. Oui, c'est amusant d'avoir 2 jeux qui ont la même thématique, mais qui n'ont pas du tout la même approche en termes d'expérience ludique. C'est intéressant. Oui. Le premier que je vais vous présenter, c'est Funfair. Funfair qui est distribué par les Lucky Ducks, édité par les Lucky Ducks, pardon. C'est un jeu de Joel Finch, illustré par Mr. Cuddington. C'est un jeu, ils mettent à partir de 12 ans, j'aurais dit plutôt 10 ans en vrai, ça va, c'est pas trop compliqué, je trouve, il y a un peu de texte sur les cartes, il y a un peu de combo, mais ça se fait. Pour 2 à 4 joueurs, pour des parties, on va dire ils doivent mettre 15-20 minutes par joueur, je pense. C'est ça, ils mettent 15 minutes par joueur. C'est un jeu essentiellement de combo de cartes. C'est le genre de jeu où on va essayer d'agencer au mieux ces attractions, qu'on va essayer d'améliorer durant la partie pour essayer de gagner le plus d'argent possible. Et celui qui aura le plus d'argent, évidemment, aura gagné la partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 types de cartes essentiellement. On a les premières cartes qui servent pour les attractions, dans lesquelles on va avoir les attractions, les améliorations, et aussi, alors c'est dans une action de construire, mais on peut embaucher du personnel. Et en gros, les attractions, vous les mettrez à droite de votre parc et à gauche votre personnel. Vous aurez également des cartes qui sont ce qu'on appelle des blueprints, qui sont en fait en gros des objectifs à réaliser. Et en plus de ça, comme il y a, alors on peut le voir ici, mais comme il y a 2 parties dans la carte d'objectif, vous avez la partie du haut, si vous remplissez les conditions, vous marquez les points, et vous avez accès à la partie du bas qui est une manière de marquer des points bonus. La mécanique est extrêmement simple. Alors on ne le voit pas ici, mais il y a un plateau sur lequel il y a ce petit jeton là, de petits gens qui s'amusent dans un petit wagon, qui en fait est un pion qui marque sur une ligne la composition d'un tour. En gros, la première phase, ça va être de piocher une carte événement. Il va se passer un truc, voilà. Il y aura des événements qui diront, maintenant, à ce tour-là, du coup, les joueurs pourront piocher une carte supplémentaire. Ok, un peu d'aléatoire. Voilà. C'est juste des petits bonus que les joueurs vont choisir. Par exemple, vous aurez le choix entre piocher 3 cartes ou gagner 5 d'argent. C'est vous qui voyez. Une fois que vous aurez fait, chaque joueur aura fait cet événement-là, vous allez avoir votre première action. Donc, dès qu'on arrive à la première action, moi j'ai le choix entre plusieurs actions, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais les actions c'est pas très compliqué, mais en gros je ferai ma première action, puis le joueur suivant fait sa première action, ensuite je ferai ma deuxième action, ensuite on fera tous notre troisième action, et on aura potentiellement accès à notre quatrième action si on a construit ce qu'on appelle le showcase en anglais, mais ça doit être la vitrine en fait. Dès qu'on a construit la vitrine, tous les joueurs qui ont construit leur vitrine ont accès à la quatrième action. Donc ça peut être intéressant de la construire au début, mais en gros elle coûte cher au début, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour le faire. Mais si vous vous attendez, elle va être moins coûteuse. Mais du coup, vous aurez une quatrième action qu'à la fin de la partie en gros. Une partie, ça va durer en gros 6 manches. Dès que la dernière carte événement est révélée, c'est fini. Donc comme je dis, en gros, vous avez 3 actions. Chacun de notre tour va faire 3 actions. Et les actions, ça va être entre autres d'embaucher du personnel, de construire des attractions ou des améliorations. Ça peut être aussi de récolter de l'argent pendant. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de piocher des cartes. Pourquoi ? Parce que quand on pioche des cartes, on peut piocher soit dans la pioche de manière invisible, soit sur une rivière de cartes. C'est pour ça que je vous dis, on voit pas le plateau, c'est un peu dommage. C'est vrai que le cœur du jeu est quand même centré autour des cartes. Mais en gros, au centre du plateau, vous aurez une rivière de cartes et vous pourrez soit directement construire depuis ce marché, si vous avez l'argent, soit du coup de dire, cette carte-là, elle m'intéresse, mais je peux pas l'acheter tout de suite, donc je vais la mettre dans ma main. Ok. Depuis ma main, je peux aussi construire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit ici, par contre, il y a une structure d'un plateau, entre guillemets, joueur, il n'y a pas vraiment de plateau, mais chacun a son entrée. À gauche, j'y mettrai tout mon personnel que j'ai embauché. Et à droite, toutes les attractions et améliorations. Ce qui est très cool, c'est que les attractions, elles ont des petits logos. Et on peut y mettre souvent n'importe quelle attraction, sauf certaines qui sont propres à certains types d'attractions. Vous voyez par exemple ici, le tombeau du danger. Lui, c'est une attraction donc, de grand 8. Donc on peut y attacher des attractions de tourbillon, par exemple, parce que le tourbillon, vous pouvez le mettre que sur l'attraction de grand 8. D'accord. Mais par contre, c'est de la jungle. Donc lui, il a déjà une amélioration de jungle. Mais potentiellement, je pourrais rajouter un autre type d'amélioration sur ce type-là, tant que ça fonctionne. Et donc à chaque fois, il faut essayer d'optimiser ses cartes pour essayer de rentabiliser ces attractions, parce que plus on a d'attractions et d'améliorations, plus ça va rapporter de l'argent. Ici, on a des personnels qui ont différentes capacités, notamment du personnel qui va réduire, on va dire, le coût pour chacune des attractions ou du personnel. Évidemment, une fois qu'on aura fait toutes nos actions, on va avoir une phase un peu de ce qu'on appelle les phases de clinage en fait, mais je sais pas comment on peut appeler ça, les phases de préparation ouais, en fait, okay, une phase de gestion. Voilà, une phase de gestion, où là justement on va gagner de l'argent pour chacune des attractions qui génèrent des petites étoiles. Vous voyez, des fois il y a 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Je génère de l'argent. Avec cet argent-là, je peux recréer des constructions. Il y a une action qui a l'air un peu bizarre à faire, mais en gros vous avez le droit de détruire une attraction.
Alors au début vous allez dire c'est un peu con parce que j'ai investi dedans donc je vais pas la détruire, mais parfois ça peut vous être intéressant parce que si vous ne remplissez pas un objectif parce que vous avez construit une attraction qu'il ne fallait pas, et du coup l'objectif il vous fait des points en moins, et ça me rappelle un peu les aventuriers du rail. Donc c'est pour vous dire qu'en fait ce jeu il n'est pas extrêmement compliqué, il y a un peu de texte sur les cartes, et je pense qu'il y a ce côté de prise de risque qu'on retrouve un peu dans les aventuriers du rail, de piocher beaucoup de blueprints pour faire beaucoup de points, mais si vous ne remplissez plus les objectifs, vous risquez de perdre des points, et beaucoup de points du coup. Donc voilà, petit jeu de gestion de ressources de gestion de parc avec des cartes, ce qui rend le jeu assez au final minimaliste, avec cette facilité de prise en main du jeu et ce petit côté de réalisation d'objectifs qui est assez malin avec cette première phase, enfin ce gros à réaliser pour accéder au bonus. Donc voilà, Funfair que je trouve très intéressant. En tout cas, moi c'est une thématique que j'aime beaucoup. Je sais qu'à l'époque il y avait Steam Park chez Yellow que j'avais adoré. En effet. Qui était une gestion de parc assez chaotique dans une phase en simultané que j'aimais beaucoup. Et du coup j'aime beaucoup cette thématique-là. J'aime bien les illustrations, ça donne envie de créer son petit grand 8 de folie, ou justement d'essayer de se diversifier, de dire jamais je grimpe là-dedans, moi, jamais. Ça a l'air quand même assez cool. En plus, j'avais pas vu, mais sur le premier tirage des boîtes, vous avez des cartes promotionnelles à l'intérieur. Ce qui fait toujours bien plaisir quand on achète ce jeu-là. Voilà pour Funfair. On change complètement de thématique pour partir dans le parc d'attractions avec Dice Theme Parks. Alors ça fait un peu penser à Dice Hospital. C'est vrai que c'est du coup les mêmes éditeurs parce que c'est Super Meeple. C'est la même équipe qui travaille dessus. Là, on a Daryl Andrews et Adrian Adamescu, je sais pas comment on dit. Et on a en illustration Sabrina Miramon et la petite clé à molette. Je pense que c'est le designer, je sais pas comment on peut dire ça, un gars qui a travaillé dessus. Oui, effectivement. Je sais pas ce que ça veut dire, la clé à molette. Le game design final, ou alors ça peut être l'écriture des règles, la rédaction des règles, ça peut être... Game design, ça me paraît intéressant. Game design, ça permet ça fait penser au réglage. Donc on a Mike Nutt on va dire au game design. Un jeu à partir de 14 ans de plus, effectivement, parce que là on est plutôt sur un jeu assez riche, assez complexe, quand même pas facile à prendre en main par rapport à Funfair, pour 1 à 4 joueurs. Donc il y a un mode solo à l'intérieur. Ici vous allez avoir quand même pas mal de matos. Il y a un plateau central ici qui sert à compter le prestige, parce que le but du jeu ici sera d'avoir le plus de prestige. Au-dessus, on a des petits rails qui vont nous permettre d'accueillir des clients, et en fait, ces gens-là, on va pouvoir les amener dans nos attractions. Comme dans Dice Hospital, ces clients-là sont représentés par des dés de différentes couleurs et de différentes valeurs. Et nous, pendant la partie, on va avoir différentes phases. Où dans un premier temps on va avoir des cartes en main qui sont en fait du personnel qu'on va utiliser, et ce personnel là, alors pareil là en termes d'autres boîtes c'est pas très bien fait, mais le personnel ce sont des cartes sur lesquelles il va y avoir des valeurs de dés en haut à gauche, un coût aussi qu'ils vont avoir parce que vous les embauchez pour les jouer, vous en jouez 2, et ensuite des actions propres que ces personnels-là vous proposent en plus des actions de base que vous aurez notamment dans la gestion de parc, dans l'acquisition de tuiles, dans les couleurs de dés et de tuiles, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui matchent dans la couleur entre les tuiles et les dés. C'est important pour les attractions. Et en gros, ces deux personnages-là, simultanément, chaque joueur en choisit. Donc je choisis 2 personnages, je les révèle. Les valeurs de dés, c'est l'initiative. Donc plus elle est haute, plus elle est basse, plus vous aurez de chances de commencer. Mais en général, les actions à côté sont moins intéressantes. Mais en gros, en commençant par le joueur qui a la plus faible initiative, il va commencer à jouer sa première phase, et ensuite les autres joueurs vont continuer. Donc en gros, la phase qui vient, c'est les actions des cartes. Et ensuite, on a une autre phase qui consiste en fait à récupérer des tuiles, à acheter des tuiles, et surtout à récupérer dans les rails les différents clients qui m'intéressent les différents, pas clients, mais les différents visiteurs, on va dire, les visiteurs pour qu'ils viennent dans mon parc. Donc ils vont arriver à l'entrée, et au fur et à mesure, ils vont pouvoir se déplacer, alors grâce à différentes actions, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément d'actions sur les tuiles et sur les cartes, mais l'intérêt, ça va être de les faire déplacer dans les attractions qui les intéressent. L'idée, c'est qu'un peu comme Dice Hospital, les valeurs de dés vont changer quand ils vont se déplacer. Au fur et à mesure, en gros, ils se fatiguent, et donc plus ils se déplacent, plus la valeur de dés baisse, et du coup, ça peut devenir moins intéressant, parce qu'en fait, il y a des conditions pour gagner du prestige qui sont demandées sur les tuiles. Et ça vous fait gagner du prestige en fonction de ce qui est indiqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va gagner du prestige au fur et à mesure de la partie. Du coup, on va essayer de gagner aussi un maximum d'argent pour essayer d'acheter de nouvelles tuiles, de nouvelles attractions et accueillir un plus de clients. Et le but va être, pour gagner aussi plus de prestige, de satisfaire les visiteurs, certes, mais aussi de remplir des objectifs qui seront indiqués au centre du plateau. Une mécanique que j'aime beaucoup, c'est que vos 2 visiteurs, une fois que vous aurez joué tout votre tour, les deux cartes que vous avez jouées, je vais y arriver, c'est pas possible, j'ai plus mes mots. Visiteurs, c'est bien, non? Non, c'est pas les 2 visiteurs, c'est les 2... Les attractions. Non, les 2 employés, merci. On aura tout dit sur ça. Il avait pas venir le mot. Les 2 employés que vous avez sélectionnés, vous les donnez au joueur de gauche. Et du coup, le joueur de gauche va donner aussi les 2 employés qu'il a choisis au joueur qui est à sa gauche. Et donc, il y a un petit côté draft que j'aime bien parce qu'en fait, vous profitez à un moment de 2 super cartes,
mais du coup le joueur d'après va pouvoir aussi en profiter ou faire des meilleurs combos par rapport à ce qu'il avait déjà en main. Donc ça, je trouve que c'est un petit twist sympa qui va donner un peu plus de réflexion dans le choix de vos cartes. Voilà, donc j'ai fait très vaguement une présentation rapide de Dice Time Park parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup surtout de notions d'iconographie. Bien ici, sûr, comme souvent avec les jeux experts. Sur ce genre de jeu. Mais nous ne faisons pas de l'explication de règles. Non. Exactement. Voilà pour Dice Time Park, et ensuite on va passer à Antoine. Salut à tous, on a juste switché de place, je récupère ta place, mais pour un autre jeu, il s'agit de Roa, un jeu de Johannes Goupy, Théo Rivière, illustré par Oli ou Olé, je vais dire Oli, et Valériane Olé en contrepartie. Voilà. Et Oli qu'on a déjà vu il y a pas longtemps, c'était à Noël Sur Grignette. Sur Grignette, là-bas, Oui, on le tout voit à là fait. à Boutique, on l'a affiché, le petit Grignette. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup cette illustration, c'est très joli. cool. Et bah, ces belles illustrations, on va les retrouver dans Roa. Au premier abord, je me suis dit, ah, ça fait un peu gris, ça fait un peu marronasse la boîte. Et vous savez quoi? Erreur, puisqu'en fait, il y a de belles touches de couleur, et surtout dans ce jeu, qui dit touche de couleur dit information. Et en fait, bah, c'est hyper lisible, et au final, ça se révèle vraiment plutôt joli. Donc c'est une bonne chose. C'est un jeu pour 2 à 5 personnes. C'est un jeu pour des parties de 25 minutes, 45 minutes, ça dépend évidemment du nombre de joueurs que vous êtes. Ça va être assez fluide parce que vous allez voir que c'est un jeu où il y a des phases, on va jouer plus ou moins simultanément. C'est du semi-simultané, il y a quand même des phases où on va jouer chacun à notre tour. En gros, on a chacun notre plateau individuel comme ceci. Et nous sommes des magiciens et on nous a dit, hop là, ça c'est votre monde et vous allez essayer de le rendre le plus vivant possible, mettre le plus d'énergie vitale. Ok, et bien c'est ce qu'on va faire. C'est un jeu qui est somme toute assez mécanique, très bien huilé, c'est une sacrée bonne surprise, très honnêtement. Tout à l'heure, Alice vous parlait du petit tableau prono As d'or. J'en remets une couche. Allez-y, faites des pronos. Et plus on a de pronos, de gens différents, et même si vous changez d'avis, faites un nouveau prono. Et plus on aura un joli camembert avec plein de jeux à vous montrer. Et voilà. Et je pense à ça parce qu'en fait, je me dis, Roa, il arrive sur la dernière ligne droite. Ça pourrait être une surprise, ça pourrait être nommé, on ne sait pas, on verra bien. Bref, comment ça se joue ? Je vous l'ai dit, on a chacun son plateau individuel. On va avoir à sa gauche et à sa droite des petits plateaux comme ceci. J'ai à ma gauche le côté lune et à ma droite le côté étoile. Ok ? Et donc forcément, comme il y en a entre chaque joueur, ça va être pareil pour tout le monde. On y a placé des cartes de l'âge 1. Il y a âge 1, âge 2. Hop là. Alors, donc son petit plateau individuel avec son petit avatar comme ceci qui va être un compte tour. On va jouer 12 tours. Donc vous avez 4 manches de 3, hop, avec à chaque fois un check, comme ça il va se passer des choses. Mais en fait, on va notamment gagner des points. Donc on va gagner des points à 4 reprises dans le jeu. Il va falloir créer un petit peu son moteur de ressources, mais aussi de points de victoire. En gros, à mon tour, eh bien, je regarde où est mon petit avatar, mon petit personnage comme ceci. J'adore les couleurs, je le dis à nouveau. Il y a des petites touches de couleurs, elles sont vraiment plaisantes, et j'adore la tête des personnages. Hop là, mais de manière générale, je trouve ça très très bien édité. Je vais vous le répéter à plusieurs reprises, je pense. Hop là, je vois lune. Ah bah, ça veut dire que du coup, je vais à ma gauche. S'il y avait étoile, bah, je serais allé à ma droite. Hop là, lune. Je vais prendre les cartes à ma gauche. Tout le monde fait de même, évidemment. Donc ça, c'est une phase de jeu simultanée. J'ai le choix entre un certain nombre de cartes, 4 au début. Et là, je vais pouvoir prendre une carte et ensuite, bah, les autres, je vais les reposer. Alors, on voit plusieurs choses. Il va y avoir des types de terrain. C'est le petit hexagone comme ceci. Ça va être lié à des divinités comme ceci, ici. Il va y avoir les animaux. Donc, on a de type aérien, maritime, et il y a terrestre. Et donc, on les retrouve ici aussi. Et puis, il va y avoir des ressources ou des transformations de points de victoire et autres. Et également un coût. Celle-ci, elle est gratuite. C'est pas mal. Je peux la poser où je veux gratuitement. Celle-ci, elle me coûte 2. De quoi ? De petits cristaux, c'est la ressource du jeu, hein, en gros. Hop là, ça ne vous fait pas gagner de points de victoire, les cristaux en soi, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et il y en a comme ça qui vont vous dire, bah, vous ne pouvez le poser qu'à tel emplacement. Donc là, sur la ligne du bas, on regarde où c'est en blanc, bah, on va prendre la gratuite. On va prendre la gratuite parce que c'est quand même pratique. Hop là, je la prends, je la mets où je veux, je décide de la poser ici. Alors, je pourrais choisir de la prendre et de la virer pour aller récupérer des cristaux supplémentaires, ou pour aller récupérer des spores qu'on peut placer sur le plateau. On y reviendra plus tard, les spores, hein. De toute façon, on va pas faire de l'explication de règles totale. Hop là. On va activer la ligne de notre dieu. Alors avant ça, il y a quand même un petit truc à checker, c'est que ici, vous voyez que j'ai aligné 2 cristaux. Si j'avais réussi à aligner un 3e cristal, on va dire je triche, hop là. Et ben c'est à ce moment-là que je peux aller récupérer ceci. Tac, le jeton. Au début, ce dieu, je le récupère du plateau central. Je le prends, je le mets devant moi. Si un autre joueur doit le récupérer, donc un autre joueur va aligner 3 cristaux, ping, il me le vole.
On retrouve la petite touche d'oricalque là. Il y a un petit peu de ça, mais j'aime bien ce genre de mécanique parce que ça crée avec peu de matériel, beaucoup d'interaction entre les joueurs. C'est bien. Et on se fait des petits coups bas et ça crée vraiment de l'interaction ou un jeu à la base où on fait son petit plateau individuel qui aurait pu être totalement chacun dans son coin. Là du coup il va pas être chacun dans son coin. On voit qu'il y a un petit éclair, pim, ça fait un effet. Cet effet c'est quoi? C'est 3 points de victoire. Hop là. On voit que là aussi il y a les petites flèches de la phase de check. Ça veut dire que si j'ai encore ceci, que je me le suis pas fait piquer, eh bien ça va s'activer à nouveau. Cette phase, on va récupérer les éléments, on va les activer, c'est là où en fait ça va se jouer chacun son tour. En fait on va commencer par la personne qui a le plus de points et puis ensuite on va jouer dans le sens des personnes qui a de moins en moins de points. Ce qui fait que finalement ceux qui ont moins de points peuvent se retrouver à voler en dernier et à posséder en dernier le jeton et à ne pas se le faire voler potentiellement derrière. Ça dépend, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, et en gros, hop là, on va activer, on va aller produire ce que font mes lieux. Donc ici c'est bien, je vais récupérer des cristaux. Hop là, ce petit personnage, il va avancer. Et là, je vois que je vais les récupérer du côté étoile, et ainsi de suite. Quand j'arriverai au bout, je vous l'ai dit, on va faire un petit check, on va activer à nouveau, on va activer là où il y a les sports. Ok. Je vous ai dit, il y a certains lieux qui pourront avoir des sports. Donc les sports, c'est soit je défausse une carte, ça me permet de mettre des sports, soit il y a des lieux qui permettent de mettre des sports. Les champignons, c'est thématique. Et bien là, je vais les activer à nouveau, ces lieux. Okay. Sympathique. On va également réactiver tous les petits personnages, si on en possède un, avec cet effet. Et il va y avoir le check de l'eau. Il y a certains lieux, notamment les montagnes, qui vont vous fournir de l'eau. Et en fait, on va regarder le score de la personne qui en a le plus, qui en a le moins, et on va se comparer à cette personne. Tu en as 2, j'ai 4, je gagne 2 points de victoire. Ok. Voilà l'idée. Toi tu marques 0 parce que c'est toi le plus bas et par rapport à toi 0 du coup forcément. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à que notre petit personnage comme ceci ait fait le tour du cadran. Donc les deux premières saisons, j'allais dire non, les 2 premières manches, on va être à l'âge 1, ensuite on va être à l'âge 2. Il n'y a pas énormément de choses à savoir, vraiment, et là je me suis permis de rentrer dans les règles parce que vraiment le jeu le permet. On est sur un jeu qui va être, je vais forcément le comparer à des jeux de poste de tuiles, qui va être un peu plus complexe qu'un Cascadia, qu'un Acropolis. C'est pas hyper complexe non plus. Franchement, je pense que vous pouvez l'envisager pour faire découvrir le jeu de société moderne à des gens qui connaissent un petit peu déjà le jeu de société. Ça va très très bien se passer. C'est fluide, c'est vraiment très très fluide. Franchement, chapeau. Voilà, franchement, chapeau. Et j'avais dit que je le redirais, donc je le redis. Il y a un travail éditorial qui fait vraiment très plaisir, donc avec ces touches de couleurs, ces belles illustrations. Puis c'est bête, vous voyez, ces petits plateaux, on va récupérer les cartes. On aurait pu se dire, ça sert à rien en fait les cartes, on aurait pu les poser sur la table. Ouais mais en vrai ça fait vraiment plaisir. Les cartes qu'on défausse pour aller récupérer soit des cristaux, soit pour aller poser des petits sports, on va les mettre dans le trou noir. Là aussi on aurait pu dire on réserve un coin de la table et puis on les met en vrac là. Finalement on va les mettre sur la petite plaquette de trou noir. C'est vraiment agréable, c'est vraiment bien édité. On a ce plateau central qui est un petit récapitulatif de tour qui m'a aidé durant mon explication et qui va permettre de compter les points. Je ne rentre pas dans le détail des personnages, vous les découvrirez en jouant. Sachez que il y a peu de choses, il y a des cristaux, il y a des sports, il y a de la production de cristaux, de sports, de points de victoire. Et pourtant, il y a une énorme richesse et je pense qu'on peut vraiment y rejouer et rejouer. Voilà donc Roi, on va passer à côté, hop là, avec la guilde des expéditions marchandes. Je suis pas mécontent de vous le proposer celui-ci aussi parce que il a bien titillé ma curiosité. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett G. Gilbert. Je n'ai pas regardé l'âge, le temps de jeu. Enfin, je dis j'aurais dit, c'est marrant. J'aurais dit un peu plus finalement. J'aurais dit 45 minutes, 50 minutes. Eux ils disent 40 minutes. C'est un jeu qui est censé être simultané, donc effectivement, si tout le monde est efficace autour de la table, ça le fera. À partir de 10 ans, donc pour 1 à 4 personnes, ça se jouera très bien en solo. Il y a clairement une sensation roll and write. Parce qu'en fait, c'est du flip and, donc dans les roll and write, les jeux où on va jeter des dés et cocher, il y a des variantes. Il y a une variante avec des cartes, c'est ce qu'on appelle le flip and write. Et bien là, on va aussi flipper, on va aussi retourner des cartes, mais on va rien writer du tout, parce qu'on va aller poser des cubes. Alors ils ont appelé ça le flip and cube, parce qu'on aime bien les anglicismes quand même. Et cette petite nouveauté me plaît bien. Je vais moins rentrer dans les détails des règles que pour Roi. Déjà, il y a peut-être un petit moment de choses à savoir, encore que. Mais surtout, c'est un jeu Origames. Donc, il y a la vidéo des petits pitchs avec Tatiana. Oh là là. Oui. Ça, c'est les vacances. Hein. Et allez voir, parce qu'elles sont trop bien, ces vidéos. Hop là, d'ailleurs. Hop, très bien. Ça m'a aidé. Hein.
Que va-t-on y faire? Bah c'est simple, on va faire le premier tour ensemble. En fait, on va jouer 4 manches et à la première manche, on va prendre hop là toutes les cartes ici disponibles. Donc vous les voyez, il y a une montagne, il y a du 2 plaines, il y a du 2 forêt, il y a du 2 joker, il y a une petite ligne droite dans l'eau. Et puis on va prendre le 1 parce que bah, c'est la manche numéro 1 tout simplement. Hop là, ces cartes, on va les prendre, on va les mélanger. On a chacun son plateau individuel. Alors c'est à mi-chemin entre le vrai plateau en dur, en carton, et la feuille. C'est une espèce de feuille un peu cartonnée, plastifiée. Ça prend pas beaucoup de place et au final, ça me paraît bien solide. Donc c'est une bonne idée, je pense. On a tout un tas de matériel, vous allez voir, on va éluder ça très rapidement. On va tirer une carte, clac, et ça ne m'arrange pas du tout pour mon explication. Et c'est là où j'aurais dû tricher, et je triche. Hop là, parce qu'il y a des petites choses à faire autour de notre capitale, et ça va nous permettre de rester autour de notre capitale. Ici, on me dit qu'on a le droit de poser un cube sur une montagne. Vous voyez, il y a juste un petit hexagone de montagne. Et bien, on part de sa capitale. Par défaut, on part de sa capitale, mais vous allez voir que plus tard, on peut partir d'autres endroits. Et là, je vais aller poser un cube. Donc, je peux le poser ici, je peux le poser ici. Pour l'instant, je n'ai pas trop de choix. Alors je vais le mettre ici, pourquoi? Parce qu'il y a une pièce, et ça va me permettre de récupérer une pièce. Donc il y a des petits jetons de pièces, on le prend, hop là. Est-ce qu'il y a des 1 là? Il n'y a pas de 1? Oui. Si, il y a un petit 1. On le prend. On est content, pourquoi? Parce que c'est du point de victoire. Parce que ça s'appelle la guilde des expéditions marchandes, et qu'on est des marchands, donc on aime la thune. Voilà, hop là. On va tirer une autre carte, et on va nous dire que cette carte, hop là, c'est celle-ci. 2 plaines, enfin ou forêts, ouais c'est des forêts, 2 forêts, hop là. Je peux par exemple faire ceci, ok. Je peux faire ceci, par exemple, aussi. Parce qu'en fait, je vais continuer à partir d'un cube qui a déjà été posé, ou de la capitale, ou plus tard vous allez voir de ces petites maisons là, mignonnes comme tout. Donc ça ce n'est pas valide, parce que bah, là il est connecté à rien du tout. Donc je vais faire ceci, hop là. Ça va être intéressant de compléter des zones. Pourquoi ça va être intéressant de compléter des zones? Parce que c'est ce qui va nous permettre de poser les petites maisons. Admettons, ultérieurement, je fais ceci là avec le joker. Il est là, le joker. Clac, tac, tac. J'ai complété cette zone. Alors la zone c'est quoi? On voit qu'il y a 3 montagnes qui se touchent, c'est donc une zone de montagne. Si je l'ai complétée, je vais pouvoir aller poser une petite maison. Et ça c'est pas mal du tout, donc c'est un comptoir. En gros, je décide de la mettre ici. Ça signifie que à la prochaine manche, je pourrais partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'entre chaque manche, on va cleaner entièrement les petits cubes. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire dans des roll and write, puisqu'on écrit et on passerait son temps à effacer. Et bien là, on pose des petits cubes. Ce qui fait que la prochaine fois, la manche prochaine, je pourrais repartir d'ici, sans problème. Mais je pourrais aussi, hop là, partir, hop là, dans cette direction-là, tac. Et c'est pas mal de passer dans l'eau, parce que lorsque l'on passe dans l'eau, on va, par exemple, récupérer des trésors. Et les trésors, ça vous donne des petits bonus. Ici, des pièces, ça fait toujours plaisir. Hop là. Que va-t-on pouvoir faire également? Je vous fais plus le tour par tour, je vais vous dire généralement, de manière générale, ce qu'on peut avoir dans le jeu. On va pouvoir connecter des villes entre elles. On va pouvoir connecter les villes entre elles, hop là, comme ceci, tac. On va dire que j'ai bien avancé, tac, tac. Cette ville-là va être connectée à celle-ci, on va multiplier les points. Donc là je vois 2, ça me fait 4. Si j'avais une 2 connectée à une 3, ça me fait 6. Vous avez compris comment ça fonctionne. On va les recouvrir. Donc hop là, celle-ci et celle-ci sont connectées, elles sont recouvertes. Ça veut dire qu'à chaque manche, on ne va pas les recompter. C'est bon, la route commerciale est faite. Il ne faut pas abuser non plus. On va pouvoir aller sur les coins du plateau, se connecter à des tours, des phares. Je ne sais pas trop. Si c'est des tours, c'est des tours. Hop là. Là aussi, ça va nous faire gagner des points. Ça va nous faire gagner des points, mais de manière exponentielle. Bah ouais, parce que ça veut dire que vous êtes quand même pas mal dispersés. Peut-être que vous avez loupé d'autres opportunités pour aller récupérer ces tours, pour aller vous connecter à elles. Donc évidemment, elles vous récompensent. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas fait. Ça doit pas être évident de connecter les 4, voire c'est impossible. Enfin, en tout cas, c'est dans les règles, c'est prévu. Donc peut-être qu'on peut le faire, mais je pense que du coup, il faut être sacrément motivé. Et forcément, on va passer à côté d'autres choses. Donc tout ça, ça va un petit peu s'équilibrer. Parmi les cartes qu'on va pouvoir retourner. Hop là. Parce que je vous ai montré les cartes classiques. Ce qu'on ne voit pas pendant que je parle, c'est que j'ai fait tomber la moitié du matériel. Et Alex se retient de rire depuis tout à l'heure. Hop là, j'aurais pu tirer le petit 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hop là, le 1, on va le mettre là. Donc les autres, évidemment, on les met à leur place quand on les tire. Parce que là, j'ai fait le sagouin, mais vous avez compris l'idée. Hop là. L'intérêt d'un flip and quelque chose, c'est que on connaît les cartes, on sait ce qui va arriver. On ne sait pas dans quel ordre, mais on sait ce qui va arriver. Ça nous permet d'anticiper. C'est pas le hasard total comme dans les jeux. On va jeter des dés, par exemple. Et bien là, hop là, on va pouvoir aller récupérer les petits sextants. Donc on prend 2 cartes chacun. Et c'est là où il va y avoir un petit peu d'asymétrie entre les joueurs. Oui, parce que par défaut, on va jouer sur le même plateau. Et quand on tire une carte, c'est la même pour tout le monde. Donc jusqu'ici, on aurait pu se dire, mais en fait, c'est un jeu où si je regarde ce que fait mon voisin de droite,
peux choisir de faire exactement pareil que cette personne. Et si mon voisin de gauche fait pareil, on joue tous la même chose. Oui, basiquement, vous pourriez. Ça s'appelle de l'anti-jeu. Enfin, c'est que vous n'avez pas spécialement envie de vous amuser en tout cas. Mais le jeu, évidemment, y a pensé. Et vous allez donc vous spécialiser, prendre des cartes que les autres n'auront pas. Hop là, je reçois 2 cartes au hasard, j'en choisis une et je vais jeter l'autre. Alors j'ai ici exploré 3 cases en ligne droite en partant de 2 villages différents. Ça c'est intéressant. Donc les villages, c'est les petites maisons. Hein. Hop là. Et si j'ai exploré 5 cases désert et ou mer en un chemin ininterrompu. Donc c'est pas des plaines, c'est des déserts. En un chemin ininterrompu. Ah, c'est pas mal. Je décide de garder celle-ci. L'autre, hop là, je la vire, je la mets ici. Et donc désormais, à chaque fois que je vais la faire immédiatement. Hein. Et désormais, à chaque fois que le 1 va tomber, je ferai ça. Mais il va y avoir la même chose à la phase 2 et 3. Et 1, 2 ou 3 à la manche 4. Donc vous allez avoir des actions qui sont beaucoup plus fortes que les actions de base. Ça va aller de manière un petit peu exponentielle parce que quand même il est très grand ce plateau. Hein. La manche numéro 1 en général n'est pas exceptionnelle. Vous allez voir que ça va de manière exponentielle. Et on va de plus en plus spécialiser. Et là je vous mets au défi d'avoir en fin de partie une feuille qui ressemble à celle de votre voisin de droite et de gauche. Hop, on va sortir tout ce bazar. Pourquoi ? Pour que je vous montre un petit peu que des feuilles, il y en a des différentes. Bah oui. Parce que ça va pas être que vos choix, ça va pas être que le tirage des cartes qui va faire que d'une partie sur l'autre, on n'aura pas la même expérience de jeu. Il y a également différents royaumes, messieurs. Et voilà. Et donc dans ces royaumes, on va pouvoir trouver des choses différentes. Ils sont ajustés de manière différente et ça évidemment, ça change tout. Et le jeu arrive avec son petit pack comme ça, avec des royaumes supplémentaires. Hop là, je vous montre ce côté-là, il ne sert à rien, je vous remonte ce côté, c'est leur petite nouveauté à chaque fois, et de nouvelles cartes. Alors je ne les ai pas montrées celles-ci, mais c'est des cartes d'objectifs. Et là, on est quand même sur un jeu beaucoup plus classique, il y a des objectifs, si vous le faites, vous allez gagner des points supplémentaires. Voilà, tout simplement. Donc la guilde des expéditions marchandes, un petit peu l'image de roi finalement, récupère des éléments de jeu qu'on a déjà vus à droite, à gauche, des choses très évidentes, très fluides, qu'on comprend instinctivement quand on a un minimum d'expérience dans le jeu de société moderne, et en même temps va innover comme ça, et ça me plaît bien cette idée de virer les cubes et de recommencer, donc vraiment de bâtir quelque chose, de construire, de progresser, ça va très bien avec la mécanique. Et je crois qu'on passe la main à Alice. Bisous Fog of Love, c'est le jeu de l'amour qui est un peu en avance mais aussi un peu en retard parce qu'il devait sortir avant Noël et il sort avant la Saint-Valentin. Mais c'est pas grave, il n'y a aucune période pour l'enjailler et l'apprécier. Nous on l'a déjà essayé avec Alex, on vous a fait un focus dessus il y a un mois je crois, enfin quelques semaines de cela. Et eh bien, je vais aussi vous l'expliquer comme pour Hiérarchie, mais avec moins de détails. Je vous invite à aller voir le focus pour notre avis plus approfondi. Du coup, qu'est-ce que c'est Fog of Love ? C'est un jeu pour 2 essentiellement et seulement, pour 1 heure de partie, voire jusqu'à 120 minutes. Ça fait combien ça en heure ? 2 heures. 2 heures, voilà, merci. À partir de 16 ans. Oui, les maths, c'est pas pour moi. 16 ans parce que, alors c'est pas des thèmes problématiques, compliqués, etc. Mais bon, c'est quand même un peu adulte. On va jouer un couple qui va essayer de s'en sortir dans la vie. Chacun va essayer de trouver son bonheur personnel, mais aussi eh bien, son bonheur dans le couple. Voilà. Donc ça va être un jeu d'équilibre et d'objectifs en fait. Donc c'est un vrai ovni ludique. C'est un jeu presque narratif en fait. Vous pouvez en tout cas y mettre de la narration, c'est même encouragé, mais ça reste de la mécanique, des votes et un peu de la pose de jetons pour réaliser des objectifs. Ces objectifs-là, ça va être soit les destins, enfin il y a plusieurs choses, il y a les destins, on va en retrouver plusieurs types, qui vont soit demander d'être plus heureux que l'autre, si vous êtes dominant dans votre couple, ou partenaires égaux, ça veut dire qu'il faut que vous ayez le même niveau de bonheur dans le couple. Donc déjà, ça, c'est pas affiché, donc vous savez pas trop ce que l'autre a choisi comme destin en fin de partie, même si vous essayez de vous mettre d'accord. Mais déjà, ça, il va falloir l'accomplir pour que à la fin du scénario, parce que ça va jouer en scénario, votre couple fonctionne et que vous gagnez la partie, dans le sens où il y a marqué, c'est bon, vous restez en couple. Sinon, eh bien, il y a marqué « vous vous séparez ». Voilà. On va chacun créer notre personnage. On va choisir en début de partie son genre, donc fille, garçon. On va commencer avec un certain nombre de bonheurs et on va tirer 5 traits. On va en choisir 3, ça va être nos objectifs, petits objectifs ici, et ça va nous permettre de aussi savoir ce qu'on veut faire en commun, mais aussi en individuel. Ces objectifs, en fait, vous voyez, ça fait des flèches qui
qu'on retrouve ici. Donc là, par exemple, votre objectif, si vous choisissez d'être irresponsable, c'est d'avoir minimum 3 jetons de votre couleur en bas de la jauge marron avec la petite aiguille. Donc ça veut dire dans l'aspect qu'est-ce qui a marqué? Désorganisé, merci. Oui. Voilà, donc ça en gros, ça va être vos petits objectifs en cours de partie. Vous en choisissez donc 3, ça vous fait déjà un peu votre caractère que vous mettez secrètement, c'est pour ça que vous avez un magnifique porte-carte. Vous allez ensuite choisir un métier, donc vous en piochez je crois 2 ou 3, vous en choisissez qu'un qui va vous donner déjà un jeton à poser dans un endroit. Donc vous essayez de le choisir de manière cohérente, voilà, avec vos petits traits que vous avez piochés plus tôt. Moi j'ai choisi d'être un héritier de la couronne. C'est bien hypocrite ça. Voilà, ça va très bien, un héritier de la couronne qui a le goût pour l'aventure, qui est hypocrite et irresponsable. Moi je trouve que c'est cohérent. Et enfin, la partie je trouve la plus drôle, c'est on va chacun piocher je crois 5 caractéristiques. Et donc vous voyez le paquet est énorme, qui est tout là. Et en fait c'est ce qu'on voit en premier chez l'autre. Alors racontez pas votre rencontre, puisque vous allez le faire pendant la partie, mais vous pouvez dire voilà, la première fois que je t'ai vu, ce qui m'a marqué c'est ton odeur corporelle. Je sais pas, j'en avais un autre, t'es mignon. Et t'as un visage symétrique, j'en sais rien. Un visage symétrique. Oui, c'est très particulier. Là, mon coéquipier, mon partenaire, ma partenaire, a dit voilà, la première fois que je t'ai vu, toi, héritier de la couronne, c'est tes chaussettes bizarres qui m'ont marqué, tes gloussements et tes longs cheveux blonds. Voilà. Donc ça vous impose aussi un jeton dans chaque aspect qui est marqué ici. Bon. C'est charmant, mec. Avec des chaussettes bizarres. Ça vous impose un truc, sachant que l'autre sait pas trop c'est quoi vos objectifs, bah vous allez composer avec. Voilà. Donc c'est très drôle, ça vous donne un peu le là pour incarner votre personnage. Vous trouvez un nom. Et c'est parti pour jouer. On va avoir un scénario. Le premier est conseillé, c'est Amour de lycée. Vous allez avoir un petit synopsis qui vous dit, voilà, vous avez commencé à sortir ensemble au lycée. C'est une relation faite pour durer, mais sera-t-elle heureuse? Vous avez un nombre de chapitres qui fera votre aventure. Donc là, il y a 3 chapitres dans cette aventure. Et chaque chapitre va vous dire combien de cartes scènes vous allez jouer dedans. Donc ça, c'est le chapitre final. Vous jouerez 12 cartes scènes, alors que le premier chapitre, il y a marqué 6. Ça sera plus court. C'est l'introduction à votre histoire d'amour. On va chacun avoir un certain nombre de cartes scènes en main, je sais plus, je crois 5, mais je ne m'avance pas sur le chiffre, vous connaissez ma mémoire des chiffres. Et ces scènes, à votre tour, vous allez en choisir une que vous allez poser au milieu. Et vous allez, si vous voulez, mettre un peu de RP. Là, c'est, par exemple... Du roleplay, du coup. Oui, pardon, du roleplay. Ah, je n'arrive pas à croire que vous ayez le culot de venir chez nous pour nous dire des choses pareilles. C'est complètement déplacé, dis-je à mes beaux-parents. Le joueur, ma partenaire, à cette personne, je vais dire « Et toi, tu vas te contenter de rester là sans rien dire ?» Et le ou la partenaire va devoir voter avec ces petits jetons qui sont ici, secrètement, soit la A, soit la B, se ranger aux côtés de sa partenaire ou éviter le conflit. Mais en fonction de son choix, il va gagner ou perdre du bonheur et il va aussi mettre des jetons dans différents aspects. Donc vous allez avoir des choix à faire pour vos objectifs ici, mais aussi pour votre bonheur personnel, le bonheur de l'autre, parce que si vous avez, je sais pas, partenaire égaux, il faut que votre pote, il ait autant de bonheur que vous, donc voilà, il va falloir l'équilibrer. Donc voilà, ces choix sont assez importants pour plein de choses, comme je vous ai dit. Et ensuite, on va enchaîner, vous repiochez une carte scène, le prochain met une carte, on avance l'histoire, etc., etc. Au fur et à mesure des chapitres, vous piocherez dans des pioches différentes. Au début, c'est en douceur, après c'est sérieux, et à la fin, c'est le drame. C'est des cartes bien plus dramatiques qui vont arriver pimenter votre histoire. Voilà, je suis quand même rentrée un peu dans les détails, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, j'ai mis ma petite tête dessus. Mais il y a encore plus de détails dans le focus que je vous invite encore à aller voir. Et là, il y a les soldes, comme je vous avais dit. On se retrouve derrière le comptoir. À tout de suite. Bonjour et bienvenue derrière le comptoir. Attends, je range hiérarchie. Ah oui, parce que j'aurais eu le temps de le faire durant tout le temps que tu parlais, puis je l'ai pas fait. Voilà. Hop là, il reste ça. Bienvenue derrière le comptoir. Nous sommes très bien organisés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière le comptoir? Ça, petite
petite extension de Mystery House, le jeu d'escape game enquête en 3D où on regarde dedans. Et ben c'est un de mes angles morts ludiques, donc je ne sais pas, j'en parlerai très Voilà, mal. vous avez une maison et il y a des énigmes et vous allez regarder dans une sorte de manoir bizarre par les petits trous pour trouver des indices et résoudre l'affaire. C'est la Donc, maison des souris qui rencontre Unlock. ouais, c'est ça, exactement. Donc wow. là, maintenant, votre maison, elle va avoir une pyramide au-dessus. Voilà, parce que c'est le secret des pharaons. Il y a eu plein de petites extensions de Mystery House. Ouais, il y en a eu une Elle sur marche les bien à chaque cow-boys, fois, je crois. hein. Oui, il y en a une futuriste, Voilà. c'est une histoire de vaisseau spatial. Donc là, vous allez percer les secrets d'une pyramide. Tu ris parce que j'ai dit vaisseau spatial. Oui, c'est mon point faible, oui. Maléfice ? C'est du jeu de rôle, c'est Arcane Asylum. On va vraiment, pour simplifier, pour grossir le trait, dire que c'est le mélange entre X-Files et Jules Verne. En gros, hein, c'est X-Files au pays de Jules Verne. Nous sommes à la belle époque, nous sommes en France, nous sommes aux alentours de l'an 1900. Voilà, 1800-1900. par là. Et on va enquêter sur des phénomènes paranormaux, Fantastique. étranges, fantastiques, ou peut-être pas tant que ça. Voilà, en gros, c'est un peu Cthulhu aussi, dans le sens où Ouais, c'est nous ça. sommes des pauvres humains et on fait face à des trucs qu'on comprend pas. Exactement. Voilà. Et je ne vous parlerai pas du système de jeu parce que il faut que je me remette dans l'actualité du jeu de rôle. Je n'ai Mais pas il fait. est en vacances, Parce qu'en donc décembre, on n'a pas normalement, le temps de faire ça à Noël. Tu devrais même pas être là, donc t'excuses pas. Il y a de jolis jeux cette semaine, allons-y. Oui, hop là, puis il y a ça. D'habitude, quand il y a trop de sorties chez Magic, je râle un petit peu. Parce que ils ont élargi leur gamme beaucoup trop, vraiment beaucoup trop, et on a du mal à s'y retrouver. Or ça, c'était beaucoup trop cool pour ne pas le faire. Donc on a les remastered, de Dominaria Remastered, c'est des rééditions de cartes, plus ou moins toute époque confondue. Il doit y avoir de telle année à telle année, enfin en tout cas on est sur du moderne a priori, dans l'univers de Dominaria qui est le monde principal de Magic, donc là où il y a eu le plus d'extensions finalement, voilà, des belles rééditions, et c'est surtout ceci que je trouve très très cool, et qu'on se demande même pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait plus tôt, hop là, ah je t'embête hein, les petites Jumpstart, et ça c'est trop cool que ça soit enfin à la boutique, c'est très très simple le principe du Jumpstart, vous achetez 2 paquets de Jumpstart, vous les ouvrez, vous les mélangez, hop, vous avez un deck et vous êtes prêt à jouer. C'est encore mieux qu'un kit de démarrage, non? Bah franchement c'est pas mal. Alors guide de démarrage, Il y a des petits il vous goodies, accompagne un petit peu plus, ouais il y a c'est ça. des accessoires aussi, je Là on crois. considère que vous savez à peu près jouer, effectivement il y a des petits accessoires. Mais enfin pour débuter c'est quand même super bien, ou même pour pas débuter, t'as déjà ton gros deck, hyper gros bill. T'as envie de pouvoir jouer avec tes potes, ton petit cousin qui débute, t'as juste pas envie de te prendre la tête, clac, t'achètes ça. Et c'est une formule alternative au draft, un petit peu d'une certaine manière, c'est peut-être un peu moins technique, mais c'est aussi sa force. Voilà, j'aime beaucoup petit Jumpstart. Donc hop là, ça c'est bon, c'est à la boutique. C'est bon. C'est bon, on a fini. Et non, il n'y a pas de focus. Il n'y a pas de cette focus cette semaine, mais restez dans les parages parce que normalement là, bientôt, c'est une histoire de quelques jours, il va y avoir les tops. Ah oui, bah oui, les top ventes, tout à fait. Top vente 2022. Qu'est-ce que vous avez kiffé pendant cette année 2022? Ce sera à découvrir. Et en attendant, bah, on vous dit à bientôt. J'ai jeté qu'à Bordeaux, j'ai jeté qu'à Bordeaux, j'ai jeté qu'à Bordeaux.